Bonjour, donc nous nous retrouvons à Marseille pour le deuxième épisode de notre podcast Hooké. Et donc notre invité du jour est Leonardo Kopske, notre professeur à Marseille à l'Académie Étienne Claude Jiu-Jitsu. Bonjour tout le monde, bonjour Philippe, bonjour Sophie. Bonjour Léo. C'est un plaisir d'être ici avec vous. On est très content de t'avoir sur notre épisode, sur notre deuxième épisode. Pour moi, c'est un honneur de commencer ici ce nouveau projet avec vous. Donc merci pour l'invitation. Alors on commence, on y va franco. Hein. Léo, on se connaît bien, on a vécu plein d'aventures ensemble, donc on est vraiment plus que juste un prof et des élèves, je pense. On a traversé l'Europe, on a été à Rome en 2022, partant de Covid, à faire des tests tous les 2 jours pour aller à la compétition. C'est vrai. C'était quelque chose, c'était une aventure. Oui, on a vécu quand même de belles choses avec toi. On a été à Paris. Et du coup, c'était vraiment une évidence pour nous de t'inviter, donc de commencer notre podcast avec Étienne pour le premier épisode et avec toi pour le deuxième. C'était vraiment très important pour nous. Donc, allons-y, hein, c'est parti. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es arrivé au Jiu-Jitsu? Quel a été ton premier contact avec ce sport? Donc j'ai commencé, j'habitais à Cassis et je faisais beaucoup de surf, énormément de surf. Et en Méditerranée, c'est bien connu, il n'y a pas beaucoup de vagues. Donc je cherchais un sport pour pallier un peu à ce manquement de... Au jour sans vagues. Au jour sans vagues, voilà. J'étais quelqu'un de très agité, j'avais besoin de faire du sport. Et à 100 mètres de chez moi, il y avait un dojo. Donc je suis passé, j'ai vu, ils étaient tous en train de faire le Muay Thai, tout ça. J'ai dit, wow, qu'est-ce que c'est? Tous très grands, avec des pots de protéines, ils étaient là avant de s'entraîner. Je me suis dit, ça c'est pas pour moi. À l'époque, je faisais, je crois, 64 kilos. Donc, je me suis dit, non, c'est pas possible que je rentre là-dedans avec des gars de 2 mètres de haut, ils vont me casser en deux. Donc, je suis parti, j'ai fait tout un tour, je suis passé par les autres villes, j'ai essayé taekwondo, judo, et à la fin, je suis revenu dans la ville, Cassis, et ce même professeur, en fait, de Muay Thai, d'un coup, je l'ai vu tous vus en kimono, en pyjama. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? Kimono blanc, plein de patchs de partout, Brésil, tout ça. Et je vais le voir, je dis, qu'est-ce que c'est et tout. Je vois des patchs du Brésil, je suis brésilien et tout. Il me dit, ça vient de chez toi. Je dis, c'est pas possible. Chez moi, je connaissais que la capoeira, je suis venu très tôt en France. Je dis, non, mais c'est quoi? C'est bizarre, vous êtes là en train de vous frotter les uns sur les autres, c'est bizarre comme sport, quoi. Il me dit, ça s'appelle le jiu-jitsu brésilien. Et je dis, ok, d'accord. Et il me dit, tu veux essayer? Et c'était la première fois, c'était une des premières années du jiu-jitsu en France, presque. Et j'ai dit ok, et je me rappelle la première fois que je me suis entraîné, j'ai adoré. C'était super. À l'époque, c'était un peu la purge. Donc on se faisait écraser, tabasser, appuyer, et celui qui aimait ça, il revenait, celui qui n'aimait pas, c'était terminé, quoi. Et ce jour-là, j'avais beaucoup aimé. C'était à l'école, donc le club de William Vanny. Donc à l'époque, c'était le Fight Club Cassis. Aujourd'hui, ils sont BPT. Mais ça a été pour moi une très grande expérience. Premier entraînement, 64 kilos. À la fin de l'entraînement, combat. Et puis d'un coup, il me met avec quelqu'un qui pesait 150 kilos. Et je me suis levé et je dis, wow, qu'est-ce que c'est ce sport? Et puis il m'a dit, t'as finalisé? Je dis, c'est quoi finaliser? Il m'a dit, non, mais il t'a fait une clé, il t'a fait abandonner. Je dis, non. Et là, j'ai capté que je faisais 64 kilos, que l'autre, il faisait 150 et qu'en fait, on avait fait un combat, quoi, presque à forces égales, quoi. Je me suis dit, ça, c'est ce sport-là, il est pour moi. Ça t'a trop plu, quoi. Ah, T'es tombé dans la marmite directe et c'était parti. Voilà. Et clairement, en plus, c'était à 100 mètres de chez moi, quoi. C'était ça qui était. T'avais quel âge à l'époque? J'ai commencé, je crois que j'avais 21. Ah. J'avais fait beaucoup de karaté. Pendant longtemps, j'ai fait du karaté. Et donc, tu as parlé de judo, de Muay Thai, tu as testé plusieurs arts martiaux avant d'arriver au jiu-jitsu brésilien. En fait, ce qui était bien, c'est que tout était un peu proche. Donc, au Bagne, tout ça, la Ciotat. Donc, je pouvais voyager, je pouvais, entre guillemets, entre les clubs, je pouvais tester. Sauf que, voilà, c'était souvent quand j'arrivais, c'était la bagarre. Et 64 kilos, quand t'arrives dans un club, t'es léger, tu tombes souvent, t'as pas grand monde en dessous de toi, quoi. Donc c'était compliqué, c'était vraiment compliqué, tu étais souvent le sparring par terre, tu te faisais frapper, en fait.
Donc du coup, moi j'étais très bagarreur, donc ça va encore, mais je voyais les autres aussi, des gabarits légers, c'était compliqué. Quand j'ai vu le jiu-jitsu, ce qu'un petit gars pouvait faire avec un grand gabarit, je me suis dit non, ça, là je suis dans la bonne voie. Ouais. Vraiment, j'ai senti du premier coup. C'était le coup de foudre en fait. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment ton gabarit qui t'a fait kiffer ce sport, quoi. C'est surtout ça. En fait, l'efficacité de ce sport. Parce que dans les autres sports, il faut quand même que tu aies certaines aptitudes. Par exemple, pour nager, voilà, et c'est des grandes mains, des grands pieds. Basket, faut être très grand. Donc, quand je suis arrivé directement au jiu-jitsu brésilien, j'étais petit, j'ai dit non, on va se faire écraser là. Puis quand j'ai vu le colosse et 150 kilos, j'étais sur lui en position montée, mes deux pieds ils touchaient pas de chaque côté. Je dis voilà, c'est quelque chose là. Et mais voilà, c'était quelque chose qui m'a, oui, c'est ça qui m'a beaucoup attiré. En fait, cette possibilité de vaincre, c'était David contre Goliath, quoi. C'était très beau, très bon même. J'ai éprouvé énormément de plaisir. Premier cours, quoi. Oui, ça me donne pas. Et Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, j'ai fait une promesse à ma femme. Enfin, on n'était pas encore mariés. Et j'ai enchaîné. Il y avait que 2 cours par semaine. Parce qu'il y avait plus beaucoup de jiu-jitsu brésilien. Il n'y avait pas encore beaucoup de jiu-jitsu brésilien. Les professeurs, je me rappelle, ils étaient ceinture bleue. William bleu. Et Jean-Philippe Walter, il était ceinture violette. C'était en quelle année, ça, à peu près? C'était très loin. Je crois que c'était je vais pas dire de bêtises, une fourchette. Peut-être en 2009. Voilà, 2009. Et, je me rappelle que j'avais commencé. Puis j'avais déjà un voyage de prévu en Australie. J'étais parti pour 6 mois en Australie. Et j'avais laissé donc du coup, j'avais fait 3 mois, j'avais laissé, j'étais revenu ensuite. Et quand je suis rentré dans ce club-là, j'avais fait une promesse comme ma femme actuelle, donc que j'ai connue à l'époque. J'étais à fond dans les entraînements. Je faisais 2 entraînements chez William. Et je lui ai fait la promesse, j'ai dit écoute William, je vais jamais rater un de tes entraînements. Par contre, 2 entraînements, c'est pas assez. J'irai tourner ailleurs et tout, mais je te promets que je serai toujours présent à tes entraînements et à suivre en fait ton enseignement. Et il me dit ok. Et en fait, je cherchais les académies. Et il y avait pas beaucoup de clubs de jiu-jitsu brésilien, donc j'allais dans les clubs de judo et j'attendais en fait la fin du cours pour pouvoir faire des combats avec les professeurs pour faire du sol un peu quoi. Donc c'est un peu cette histoire-là. Et j'ai commencé du lundi au vendredi, les week-ends, compétition. Et j'ai dit à ma femme, non, t'inquiète pas, quand ça sera ceinture noire, je vais m'arrêter, machin, tout ça. Et en fait, non, jusqu'à aujourd'hui, je suis là, et professeur, organisateur de compétition, et en vie du jiu-jitsu aujourd'hui. Et donc, la promesse à ta femme, c'était, quand je serai ceinture noire, j'arrêterai de m'entraîner tous les jours, c'est voilà, de ralentir, ouais, de ralentir. Non, je lui ai même fait la promesse que j'allais arrêter, en fait, parce que quand je me mets dans quelque chose que j'aime beaucoup, je vais à fond, en fait. Je me mets à fond et c'est très énergivore. C'est-à-dire que les personnes qui sont autour de moi, si elles sont pas au même niveau, tu peux limite être un peu dégoûté. Donc, je suis content parce que j'ai réussi à la faire aimer le jiu-jitsu. C'est pas en imposant quelque chose qu'on va réussir à obtenir des autres, mais c'est en lui montrant que nous-mêmes on aime ça. Donc, j'ai toujours appris ça depuis que je suis petit et je disais ça à tous mes amis, je disais, mais en fait, mes amis me disaient, mais tu donnes envie de surfer à quelqu'un qui ne sait pas nager. Juste t'entendre parler, tu donnes envie de surfer à quelqu'un qui ne sait pas nager. Et la même chose pour le jiu-jitsu. Quelqu'un qui avait très peur, j'arrivais à lui donner envie de faire du jiu-jitsu alors qu'il ne supportait pas le contact humain. Donc ma femme, tout de suite, elle venait aux compétitions, elle me voyait, et je l'entendais siffler dans les compétitions. Vas-y Léo, finalise-le. Et elle connaissait toutes les techniques avant même d'avoir pratiqué le jiu-jitsu brésilien, quoi. Et un jour, une compétition, et elle a acheté son kimono, et on a commencé à s'entraîner, quoi. Et là, c'était vraiment, vraiment top. Ouais. Vraiment, vraiment top. Parce qu'on n'a plus la personne qui t'attend chez toi. Alors, t'étais où? Alors, qu'est-ce que tu faisais? On est sur le tatami ensemble, quoi. Et là, partager les choses ensemble, et les voyages ensemble, c'était incroyable. C'est incroyable. Ouais. Vraiment incroyable. Ouais, on sait. Oui, non, c'est quelque chose. Et donc, bon, ok, donc tu as commencé à t'entraîner tous les jours, tout ça. Et comment t'en es arrivé là où t'es aujourd'hui, professeur chez Étienne Claude? En fait, c'est vraiment particulier parce que
j'aime beaucoup la compétition dans tous les sports que je fais et j'ai jamais trop aimé enseigner. Sauf que dans tous les sports que je faisais, les gens venaient vers moi et me demandaient des conseils. Sauf que comme j'étais un peu autodidacte, je leur disais non, mais ça, je leur donnais quelques conseils puis basta, ça suffisait quoi. Dans ma tête, je me disais si je suis capable de le faire, lui aussi il est capable de le faire. Donc je lui donnais quelques conseils, c'était terminé. Et je voyais que ça faisait dans le surf, je voyais que ça faisait la même chose dans le karaté, je voyais que des parents venaient me voir dans le rugby pour me demander pour entraîner les enfants. Et dans le jiu-jitsu brésilien, quand j'ai commencé, j'étais à fond dans la compétition. Pour moi, c'était que le combat. J'entraînais, je me faisais l'entraînement, j'écoutais le professeur, je faisais parfaitement la technique, il n'y avait pas de problème. Mais ce qui me faisait plaisir, c'était le combat. Voilà, c'était le combat. J'étais le premier arrivé, dernier à partir. Premier arrivé, dernier à partir. Il fallait du combat. Et quand je suis arrivé à la ceinture violette, j'ai organisé une première compétition. Donc le Sobrevivre, c'était privé. Et j'ai invité que quelques clubs. Et ça s'est super bien passé. J'ai dit waouh, c'est magnifique. Mais au début, c'était pour voir encore du combat. C'était pour rien d'autre. Je voulais organiser cette compétition. On a fait la compétition. C'était une première compétition à Cassis. C'était la première face à la mer, un peu comme au Brésil sur le terrain de tennis de la Barra de Tijuca. Et c'était la même chose. On avait vu sur la mer Cap Canaille, terrain de tennis. Il y avait des gens qui s'arrêtaient, qui étaient autour, qui regardaient. Moi, j'appelais les gens au haut-parleur. Les gens, ils venaient, ils piochaient. Donc, un peu comme le grand tournoi, avec Jean-Claude Van Damme, ils piochaient leur adversaire. Puis il appelait un tel de Gracie-Barra, l'autre, de Toulon, l'autre, il s'appelait comme ça. Et il disait, oui, c'est moi, je suis là. Ils étaient en train de s'échauffer. C'était incroyable. Les gens, ils ont adoré. En fait, ce concept-là, c'était privé, c'était juste pour me faire plaisir. Et les gens, ils m'ont rappelé. Léo, continue, tu peux refaire en grand, tu peux refaire... Je dis non, je voulais pas. Et c'est là, en fait, j'avais rencontré Étienne Claude, qui aujourd'hui est mon maître, et je l'avais rencontré en ceinture bleue. Et quand j'ai organisé le Sobrevivre, j'étais ceinture violette, donc 1 an après. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu une volonté, en fait, de changer un peu de club. Et il m'a proposé de travailler avec le jiu-jitsu brésilien, chose que c'était impossible en France. Donc c'est cette opportunité que j'ai vue, qu'on m'a donnée, que j'ai saisie, parce que ça fait peur, de se dire bon, je vais pas travailler, avoir un CDI, quelque chose de fixe, mais commencer dans l'auto-entrepreneuriat avec le jiu-jitsu brésilien, alors que tu sais pertinemment que personne gagnait sa vie à l'époque. Il y avait pas de, entre guillemets, de clientèle jiu-jitsu brésilien. Il y avait pas de membre, c'était très rare. Il y avait une fédération déjà à l'époque, mais c'était pas autant à la mode. Il y avait pas ça. Et quand quelqu'un vient et te dit ouais, je viens de la Guyane, j'ai connu le jiu-jitsu brésilien, je vivais de ça en Guyane. En Guyane, on sait que c'est petit, c'est plus simple. Là, de faire ça en France, de monter tout un truc, j'ai dit non, c'est pas possible. Mais j'ai cru en lui. Et du coup, il m'a expliqué que compétition c'est bien, mais c'est pas ce qui fait gagner l'argent. C'est pas ce qui fait vivre, c'est pas ce qui va apporter le pain sur ma table. Donc, et je suis quelqu'un de très raisonnable, c'est-à-dire que je peux laisser les passions pour subvenir aux besoins des personnes qui sont autour de moi. C'est-à-dire que je peux me sacrifier parce que je vois qu'il n'y aura pas de but vraiment. Progressivement ou même des fois très radicalement, je peux arrêter quelque chose et aller passer à autre chose. Pourquoi? Par amour pour une personne, pour ma femme, pour mes enfants, pour mon maître, pour des personnes, quoi. Et je me suis dit, bon, il faut que je laisse la compétition un peu de côté, quoi. Et ça a été progressif, par contre, ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'aime bien combattre. Ouais. J'aime bien faire les compétitions. Et on a commencé comme ça. Je me voyais pas du tout professeur, mais vraiment pas. Vraiment pas. C'est pour ça que je dis aux gens, ne jamais dire jamais, parce que on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et aujourd'hui, je regrette pas. Quand je vous vois, quand on part en compétition ensemble, c'est un plaisir différent, mais c'est un plaisir qui est de haute intensité, en fait. De haute intensité. Du coup, t'es rentré dans le club avec Étienne, tu t'es bien enseigné assez rapidement? Ou... Non, pendant 1 an, j'ai été donc élève. Je faisais des allers-retours en Cassis-Marseille. Et ça s'est très bien passé en fait au début. Et puis on n'avait pas un club une salle prêtée par la mairie, donc c'était tout de suite gros loyer, gros chose. Et
Et il m'a dit, écoute, moi, je cherche quelqu'un qui est capable, qui a pas peur, et en fait, qui peut diriger avec moi, cette association, ce club. Et j'ai dit, bah, ça va. Il m'a donné l'opportunité de donner les cours. J'étais violette, on a commencé à donner des cours. Il a dit, par contre, il faut que tu te formes. Il m'a beaucoup drivé sur beaucoup de choses, donc je suis très reconnaissant pour ça. Il a raccourci mon chemin. Je suis conscient de ça. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de gratitude envers lui. Et je l'honore beaucoup parce que je sais que le chemin aurait pu être beaucoup plus lent s'il avait pas su certaines fois couper en fait la fougue de la jeunesse, quoi. Non, je voulais que combattre. Non, je voulais aller prendre ma revanche sur l'autre. Je voulais aller combattre avec l'autre. Donc il m'a dit non, écoute, forme-toi. Faut que tu aies tes diplômes parce que il faut que tu te protège l'association aussi. Il faut que tu sois dans les règles pour pouvoir donner les cours. Donc du coup, on a fait, j'ai fait mon diplôme, j'ai passé mon BPGEPS. J'ai pu voir un peu travailler sur l'anatomie, sur les différences de classe sociale, et ça m'a beaucoup apporté de pouvoir donner des cours. Même si c'est quelque chose qui me plaisait pas beaucoup au début, mais j'ai appris à aimer. Et en parallèle, tu t'es mis à organiser de plus en plus les compétitions, les Sobreviveurs. Oui, Sobrevivre, en fait, Sobrevivre, ça veut dire survivre. En fait, ce nom, il est venu dans ma tête parce que j'ai remarqué que tout au long de mon chemin de la compétition, j'avais beaucoup d'amis qui abandonnaient. On combattait ensemble. J'étais très agressif sur le tatami, mais en dehors du tatami, on était des très bons amis. Un des seuls aujourd'hui qui est encore d'actualité, c'est Mathias Collinet. Donc qu'on a commencé ensemble, Ashraf aussi, mais beaucoup ont abandonné. Pourquoi? J'ai commencé à poser des questions, ils disent non, mais la vie de famille, non, mais mon travail, non, mais il y a la blessure, non, mais il y a ceci, cela. Donc j'ai dit en fait, le jiu-jitsu, tu survis en fait. Parce que c'est beau, mais quand tu fais de la compétition, c'est poussé. Et généralement, les gens, la vie active, tout ça, le système un peu en France ne permet pas. On arrive du travail, des fois il est 18h, il faut que tu t'entraînes à 19h30, t'as pas trop le temps, t'as pas trop envie, t'es fatigué, mais tu y vas quand même. Et puis, en plus, le week-end, tu vas faire une compétition. C'est lourd, hein, c'est pas évident. C'est contraignant. Et des fois, je voyais beaucoup de personnes qui abandonnaient. Et quand j'ai organisé la compétition, donc les gens me disaient, oh, mais tu étais violette quand tu as commencé la compétition. Je faisais beaucoup de compétitions. C'était minimum 2 dans le mois que j'en faisais. Et d'un coup, le sobrevivre est venu dans ma tête. Survivre. Ça veut dire survivre. Donc c'est vraiment ça, c'est la compétition, c'est survivre quand tu vas en absolute, parce qu'à l'époque c'était absolu à partir de la ceinture blanche. Quand tu avais un lourd sur toi, il fallait que tu survives, il fallait que tu tiennes, il fallait pas qu'il te finalise. Pour nous, c'était le Graal, pour nous, de combattre contre les poids lourds. On l'a pas finalisé, mais il était plus lourd. Donc c'était cette vision un peu là de survivre. Et j'ai commencé à organiser plus de compétitions. Et en fait, là, toujours le maître Étienne, je m'a dit mais c'est top parce que tu surfes aussi. Et le sobrevivre, ça colle avec le surf. Et c'est vraiment une très belle marque de. Pourquoi avec le surf? Il a fait la comparaison avec le surf parce que j'aime beaucoup le surf et je surfe toujours, je fais toujours de la compétition de surf. Et en fait, sobrevivre, il a dit ça colle très bien, ça fait un nom très surfeur aussi. Pour une marque, ça serait super. Et c'est là que j'ai compris en fait qu'au fur et à mesure, j'avais commencé à créer un monde autour de moi. Et avec ma femme qui est très très artistique, donc elle a commencé à designer un peu les t-shirts, les vêtements. Et puis c'était un travail qu'on a fait à deux. Et un peu comme vous là aujourd'hui, c'est ça qui est très intéressant. Ce que je dis à tout le monde, c'est comment tenir un couple, c'est d'avoir des projets à deux. Parce que la femme, elle aide l'homme à arriver à sa mission, à un projet, et vice versa. On se pousse mutuellement. Et ma femme, elle m'a poussé à faire du jiu-jitsu, vraiment, à prendre la décision de travailler avec Étienne. Et c'est quelque chose de très fort aujourd'hui. On organise 4 compétitions dans l'année. On va partir à organiser un peu plus. J'aime bien, je suis très perfectionniste. Donc on est allé avec les moyens du bord. C'est ma femme qui a été la première, à investir en fait dans la compétition. Et on a commencé comme ça. Aujourd'hui, des parties à l'époque, je crois qu'il y avait 50 personnes. Quand on a invité les compétiteurs, il y avait 50 compétiteurs. Peut-être moins 30. Et aujourd'hui? Moi, j'ai participé, je crois que c'était, mon première compétition, c'est Sobreviveur 5 ou 6, je sais plus.
C'était il y a 8 ou 9 ans. Et il n'y avait pas grand monde. Et maintenant, il y a On est presque à 1000. Il y a 1000. 600, 700, 800 personnes. 814, on en était à 814. 814. Dans le Sud, c'est une des plus grosses compétitions. Dans le Sud, c'est une des plus grosses compétitions. Peut-être même là, les plus grosses compétitions. Moi, je dis souvent aux personnes, en très peu de temps, réunir autant de personnes, je peux rien faire tout seul. Vous faites partie du club, vous savez, vous êtes sur toutes les compétitions, et je fais rien tout seul. Sauf que tenir une pression, la pression souvent, je la tiens tout seul avec ma femme parce que c'est elle qui vit avec moi tous les jours. Et j'aime ça, j'adore ça. Ouais. La pression, j'aime ça. Et je dis souvent aux gens, sous la pression, on va extraire le meilleur de toi. C'est comme un fruit, l'orange, quand tu la presses, il y a personne qui mange la peau, on la jette. Donc c'est à toi de décider où tu es le jus, où tu es la peau. Donc sur la pression, j'essaye d'extraire le meilleur de moi. Et sans trop blesser les personnes autour de moi, sans trop fatiguer les personnes autour de moi. Et aujourd'hui, on est arrivé à 4 compétitions dans l'année. Là, on est en train de partir à la frontière de la Suisse. Et futurement, on va partir sur Paris, Bordeaux, et puis grandir doucement. Voilà, Ouais, donc là, un peu. Là, c'est tes projets pour les années qui viennent, c'est de sortir Sobre Viveur de Marseille, de les faire ailleurs qu'à Marseille. Sortir de Marseille, et on m'a beaucoup demandé. Ouais. Beaucoup de demandes, et j'ai fait une promesse de rester sur 4 compétitions sur Marseille, et je tiendrai cette promesse. Mais s'il y a des personnes qui sont intéressées pour travailler, je suis quelqu'un qui aime bien partager. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gâteau, tout le monde peut manger, tout le monde peut vivre. Je suis conscient qu'on m'a donné une opportunité, donc je donne cette opportunité aux autres personnes aussi. Je peux vivre aujourd'hui du jiu-jitsu, donc je vois le ceinture blanche qui arrive, tu peux vivre aussi du jiu-jitsu quoi aujourd'hui. On l'a fait pour moi, je le fais pour les autres. Et ça a toujours été comme ça dans ma vie. Dans n'importe quelle ère de ma vie, quelqu'un est venu m'aider, je me suis rappelé de cette personne. Peut-être que j'ai pas pu rétribuer à cette personne, mais j'ai pu le faire à une autre personne. Mmh. Donc je pense que c'est normal et c'est comme ça qu'il faut qu'on agisse. Tu parlais du ceinture blanche qui arrive. Je te laisse la poser, la question. Oui. Et donc justement maintenant, si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu donnerais à la ceinture blanche que tu étais il y a 15 ans? J'ai beaucoup aimé cette question parce que ça, vraiment, on peut donner plein de conseils. Mais j'ai beaucoup réfléchi et vous m'avez déjà posé cette question il y a longtemps aussi. J'aime beaucoup rester dans le club, j'aime beaucoup rester très proche des ceintures blanches. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu restes proche, il faut pas que tu oublies comment tu as commencé. Là, cette frustration, tout ça, il faut que tu sois très proche des ceintures blanches. Et dans beaucoup de clubs, il y a des personnes qui marquent les ceintures bleues avec les ceintures bleues, violettes avec les violettes, marron avec les marrons, les noirs avec les noirs. Chez nous, non, une ceinture blanche peut tourner avec une ceinture noire parce qu'il peut se projeter dans ce qui va être dans quelques années. Et moi, le conseil que je peux donner aujourd'hui à à la ceinture blanche que moi j'étais, si on pouvait faire ça vraiment, ça serait fais pas autant de sacrifices, en fait. Parce que le jiu-jitsu aujourd'hui, dans la compétition et dans la pratique du quotidien, il y a beaucoup de différences. Je vois qu'aujourd'hui, la compétition, elle t'apporte un plaisir, un dépassement de soi dans le jiu-jitsu brésilien, mais elle te fait pas vivre. La compétition aujourd'hui ne te fait pas vivre en jiu-jitsu brésilien. Et à l'époque, j'étais tellement omnibulé par ça que je vendais mes montres, je vendais mes chaussures, je vendais mes planches de surf pour pouvoir faire des compétitions, pour avoir un capital dans l'année, pour pouvoir faire tant de compétitions dans l'année. Et des fois, quand je savais que telle personne, parce que je courais pas derrière le championnat de France, je courais pas derrière le championnat d'Europe. Non, si je savais que le champion de France, il était à Roquefort-la-Bédoule, dans une compétition à Roquefort-la-Bédoule, j'allais à Roquefort-la-Bédoule, courir derrière le champion du monde. Ouais. Donc moi, j'étais vraiment dans cette optique-là, c'était de détrôner le champion du monde ou le champion d'Europe. Et d'ailleurs, un des plus beaux duels, c'était contre Frank Hart, qui était pour moi champion du monde, parce qu'il s'est fait voler la médaille des champions du monde face à Isaac Doderlein. Et pour moi, c'était lui, c'était un gars pour qui je m'entraînais, car je voulais le battre. Donc c'était ça qui était intéressant. Mais je faisais trop de sacrifices. Je mangeais pas avec mes parents, les repas de famille, parce que je faisais la diète. Le championnat d'Europe au Portugal, c'était toujours en janvier. Donc
tu pouvais pas manger pendant ni Noël, ni jour de l'an parce que tu allais combattre dans 10 jours, 15 jours. Donc, c'était terrible. Et j'ai fait ça pendant des années. Je faisais des anniversaires et, je dis non, c'est pas possible. Ouais, tu nous as souvent dit ça. Ça, c'est Tu quelque mangeais chose pas, tu faisais pas que, les anniversaires des gens, et les gens tu pouvais pas manger le gâteau. C'est ça. Les gens, ils partent. Les gens, ils restent pas dans ta vie. Il y en a qui partent en voyage. Il y en a qui changent de ville. Il y en a qui, malheureusement, partent de ce monde. Et puis, t'as zéro souvenir avec eux, quoi. T'as zéro photo avec eux. T'es là, tu manges ta petite salade. Tu bois ton petit thé. C'est dommage parce que un repas, c'est un moment de partage, c'est un moment de bien-être, c'est un moment de... Donc aujourd'hui, ce que je vois, c'est que fais moins de sacrifices. Profite plus avec la famille et aime le jiu-jitsu brésilien. C'est un beau chemin. C'est un très très beau chemin, un très beau voyage. Et profitez vraiment différemment, quoi. L'idée, c'est de remettre plus d'équilibre entre la vie privée et le jiu-jitsu, quoi. Équilibré, ouais. Ouais. Équilibré. Parce que le jiu-jitsu, il t'apporte énormément dans la vie privée. Énormément. Donc, si tu arrives à trouver cet équilibre-là, et parce que ma femme, elle m'a respecté, en fait. Elle a juste respecté ce que j'aimais. C'est pour ça qu'elle m'a rien dit. Mais quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui a une famille, des responsabilités maintenant aujourd'hui, s'il fait ce que je faisais à l'époque, la femme, elle part de la maison. Si elle fait pas du jiu-jitsu. Oui. Après, ça dépend des femmes, je suppose. Elle part de la maison. Parce que aujourd'hui, je t'en parle. Parce que jusque dans le club, j'ai vu très peu de personnes faire ce que je faisais. Ouais. Parce que c'était du jiu-jitsu tous les jours des vidéos, j'étais devant la télé, toutes les vidéos de YouTube, je les ai toutes vues. J'avais des disques durs, je sélectionnais Ronaldo Jacare, Marcelo Garcia, et c'était rangé par ordre, par passage, par renversement, par finalisation. J'étais fou. J'étais fou. Et je faisais... Moi, ça me rappelle quelqu'un, ça. Non, mais c'est vrai, on est comme ça. Moi, j'étais encore pire. Si vous lui demandez, mais comme j'arrivais à la faire aimer, j'étais tellement passionné de ça. Quand je racontais, elle me regardait, elle avait les yeux, je sais pas si elle était amoureuse ou si vraiment c'était le jiu-jitsu qui lui plaisait. Mais je finissais l'entraînement, je rentrais à la maison, je prenais ma douche, je mangeais, je regardais une vidéo de jiu-jitsu brésilien. J'allais me coucher, je regardais pour m'endormir une vidéo de jiu-jitsu brésilien. Je me levais, je disais à ma femme, j'ai pensé à une technique, je peux te la faire. Et je faisais la technique de jiu-jitsu brésilien sur le lit. Donc c'était ça, c'était tous les jours. Donc c'est vrai que c'est trop, des fois c'est trop, c'était trop. C'est bien, mais faut trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre, c'est très important. Alors justement, tu parlais, le jiu-jitsu, ça apporte beaucoup dans la vie. Qu'est-ce que toi, dans ta vie, le jiu-jitsu t'a apporté en dehors du tatami, en dehors des compétitions, dans ta vie d'homme? Le jiu-jitsu brésilien, dans ma vie d'homme, c'est moi je trouve que c'est très important en fait que les personnes elles aient un plan. Elles aient un plan, c'est-à-dire un projet, un plan. Je me lève le matin, je sais ce que je vais faire dans la journée. Je sais ce que je vais faire dans la semaine, je sais ce que je vais faire dans le mois, je sais ce que je vais faire dans l'année. En fait, quand tu commences le jiu-jitsu brésilien, tu fais métro, boulot, dodo. Et c'est tellement répétitif, tout ce que tu fais, métro, boulot, dodo, que tu le fais presque automatiquement, tu prends pas plaisir et tu t'ennuies. Le jiu-jitsu brésilien, quand tu as un projet de compétition, tu dis, je vais à la salle, je vais m'entraîner. Je vais au jiu-jitsu, je vais avoir mes partenaires d'entraînement, j'ai une discipline de vie, une hygiène de vie, je vais faire la diète. Il y en a qui vont prendre des coachs sportifs, des coachs mentaux. Et j'ai un projet sur 2 mois. Ensuite, j'ai championnat de France dans 4 mois. J'ai le championnat d'Europe dans 6 mois. Donc, tu as un planning sur l'année, une organisation. Et ça, c'est une des choses ça m'a apporté une discipline. Vraiment sur comment manger, comment mieux m'entraîner, préparer mon corps. Et aussi, tu as le côté de la résilience aussi, que beaucoup de professeurs en parlent. Et c'est très important. C'est que tu abandonnes plus. T'abandonnes pas dans la vie. En fait, le problème, il va arriver. Ben, tu vas te battre. Dans toutes les aires de ta vie, que ce soit au travail, vie amoureuse, ce que tu veux, tu n'abandonnes plus. Parce que dans le jiu-jitsu brésilien, tu es en train de combattre, des fois, le gars, il est plus lourd que toi, et tu es en train de penser à la technique, mais tu es en train de le repousser. Donc, physiquement, tu es en train de le repousser, psychologiquement, tu es en train de penser à la technique, comment je vais renverser, comment je vais sortir, ou comment je vais le finaliser. Donc, c'est quelque chose d'éprouvant. Tu sors de là, tu perds 3 kilos à chaque entraînement, et pour moi, dans la vie de tous les jours, c'est très important, ça. C'est de pas reculer.
Les gens ils disent reculer pour mieux sauter. Oui, reculer pour mieux sauter, y a pas de souci. Mais quand tu es dans la tempête là, quand tu es dans le problème là, il faut que tu trouves la solution. Et le jiu-jitsu c'est ça. Trouve la solution, trouve l'échappatoire. Faut que tu te sors de là. C'est le sobrevivre quoi. Tu dois survivre. Ouais, c'est tu sors de là. Même si t'es dessous, que t'es en mauvaise posture à n'importe quel niveau, en fait, il y a une solution quelque part. Bien sûr. Au moins tenir un moment. Ouais, non, c'est vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Et puis, c'est quelque chose qui est présent, en fait, dans la vie de tous les jours. Et j'ai connu ça dans le rugby. On parle beaucoup de la troisième mi-temps. Donc, la deux premières mi-temps de match. Puis la troisième mi-temps, on fait les accolades, l'apéritif avec tous les joueurs. C'était très cool. J'ai beaucoup aimé ça. C'était le sport gentleman. Sauf que le jiu-jitsu brésilien, en fait, il est vraiment présent dans la vie de tous les jours. On arrive à le voir. On arrive à le voir dans tout ce qu'on fait. Et je parlais avec le maître Étienne et je lui disais vraiment, il y a beaucoup de comparaisons. Il y a trop de comparaisons à faire dans tout ce qu'on fait. Et j'ai fait beaucoup de sport dans la vie. J'ai pas retrouvé ça dans le rugby, ni dans le foot. J'ai pas retrouvé ça dans le karaté. J'ai pas retrouvé ça dans les autres sports. Et le jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment quelque chose, en plus de la discipline, parce que beaucoup de gens comparent avec le judo, très discipliné. Mais j'ai aimé le côté, aujourd'hui on parle de discipline. Mais mon époque quand j'ai commencé, et encore l'époque d'Étienne, c'était pire encore. Mais l'époque où j'ai commencé, c'était l'art de défier les personnes. Donc tu étais bon, fort, t'allais dans un autre club, tu défiais l'autre personne. C'était ça le jiu-jitsu pour nous. C'est ça que j'aimais. C'était le côté un peu bad boy et du côté un peu tribu. Parce que le surf, quand j'étais au surf, c'était le côté aussi localisme. Ouais. Donc je suis un local, je surfe dans un spot secret. Je suis un local cool. Mais quand tu arrives, si tu manques de respect, tu sors de l'eau. Donc, j'ai retrouvé cette tribu, cette famille dans le jiu-jitsu brésilien. Et pour moi, la référence, la comparaison que je fais avec le surf, c'est au début, tu commences avec des petites vagues. Puis après, tu veux surfer des vagues géantes. Le jiu-jitsu, c'est la même chose. Au début, tu veux combattre avec des gars petits, légers. Et après, au fur et à mesure, c'est des combats avec des gars un peu plus gros, plus costauds pour te dire, purée, le jiu-jitsu, ça fonctionne. Donc, il a apporté ça dans ma vie et aujourd'hui, je vais apporter ma pierre à cet édifice du jiu-jitsu brésilien aujourd'hui. C'est mon objectif. Voilà. Comment ça, quelle pierre? Une petite pierre, un petit galet. Je sais pas encore, parce que en fait, si je dis quelque chose, ça serait me limiter. Bien sûr, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai beaucoup de projets. Quand j'ai commencé en fait le jiu-jitsu brésilien, mon objectif j'avais vu qu'il y avait des compétitions, il y avait une fédération déjà en place, la seule qui est en France. Aujourd'hui, ils font un très bon travail. À l'époque, il y avait des lacunes, c'est normal, ils commençaient. Et je disais, bon, je peux améliorer ça. Et lorsque nous sommes arrivés en 2017, on a apporté quelque chose de différent à la compétition. Et c'était quelque chose pour moi de bien parce que je voulais apporter cette pierre à l'édifice, mais je voulais aussi pas que moi. Je voulais pas que ça soit que moi qui gagne. Je voulais que toute la France gagne. C'est-à-dire tous les compétiteurs. L'opportunité qu'on m'a un jour donnée, je voulais l'apporter, la rétribuer à grande échelle, à échelle nationale. Et je me suis dit, si moi je peux vivre du jiu-jitsu, et je vivais pas encore du jiu-jitsu quand j'ai commencé la compétition. Je me dis c'est faisable. Je suis sur le bon chemin. Ça va être dur, ça va être difficile, c'est normal. Parce que si c'était facile, tout le monde qui l'aurait fait. Mais je me suis dit, c'est faisable. Donc, dans ma tête, je me suis dit, mais il faut que je leur propose aussi d'avoir cette même espoir, cette même espérance que moi j'ai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les grandes fédérations, c'est très personnel ce qu'ils font. C'est-à-dire, je veux grossir la fédération. Au détriment des personnes qui sont en face. C'est-à-dire que les personnes qui se sont arrêtées, c'est parce qu'elles n'avaient pas les moyens de continuer. Le jiu-jitsu, c'est très cher. Ils n'avaient pas le moyen de continuer. Donc, il fallait qu'ils aillent travailler. Ils étaient fatigués du travail. La vie de famille, c'était compliqué. Et, donc, ils ont arrêté. Quand j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, la compétition, je me suis dit, il est temps, en fait, de donner un espoir, de donner quelque chose de différent. Quand tu as commencé à organiser tes compétitions. Quand tu dis 2017, c'est le début de Sobrevivere. En fait. C'était pas le début de Sobrevivere, c'était le début, on va dire, on a officialisé c'était pas le Sobrevivere, c'était la fédération, la CEJJS. Et je me rappelle que le maître Étienne m'a dit,
on fait une fédération. Je dis, on n'est pas encore prêt. Attends, on va attendre encore un petit peu. Parce que il fallait quelque chose de gros, il fallait quelque chose de lourd pour pouvoir, entre guillemets, rivaliser un peu avec la fédération qui était présente. Quand je dis rivaliser, c'est moi je pars dans une concurrence positive. Dans tous mes combats du jiu-jitsu brésilien, quand je combattais, les combattants se souvenaient de moi parce que je cherchais toujours la finalisation. Sur le tatami, c'était la guerre. En dehors du tatami, on était de très bons amis. J'ai jamais laissé de mal parler à quelqu'un, trash talking, j'aime pas ça. Mais sur le tatami, c'était la guerre. Donc, dans tout ce que je fais, c'est la guerre. Par contre, c'est une concurrence positive. Je vais jamais te marcher dessus. Je vais jamais faire frauder pour essayer de te marcher dessus. Non, ça arrivera, mon temps arrivera, et je le ferai correctement. Et ce jour-là est arrivé 2017, capitale européenne du sport à Marseille. Et le maître Etienne nous a rappelé, il m'a dit c'est le moment alors. Je dis oui, c'est exactement le moment. Et on avait proposé donc du coup un projet. Et j'avais toujours ce petit projet en parallèle qui était que les personnes gagnent leur vie avec le jiu-jitsu brésilien. Et je me disais, imagine si j'arrive à apporter un diplôme à ces personnes. Pas pour qu'ils fassent du bénévolat, mais pour qu'ils puissent donner des cours en échange de rémunération. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un 35 heures. Aujourd'hui, je sais plus trop combien on travaille par semaine. À l'époque, c'était 35 heures. Je dis, imagine si la personne, elle travaille 25 heures, et puis elle donne 10 heures d'entraînement de jiu-jitsu brésilien dans la semaine. Donc, elle va avoir 25 heures de travail et 10 heures de loisir, parce que c'est du loisir, mais elle va être rémunérée. Ouais. Mais à la fin de mois, ça va être différent, parce qu'il va être mieux. Sa femme va être mieux, parce que il s'entraîne physiquement, il est mieux, il est content de faire autre chose, et puis la famille va avancer, les problèmes vont se défaire. C'est comme ça que je vois, parce que l'esprit va être mieux, le cœur va être mieux, le corps va être mieux. Donc j'avais cet objectif-là et d'autres objectifs en parallèle. Mais un des plus gros objectifs, c'était que pas seulement moi en gagne. Je voulais pas faire que la compétition pour que je m'enrichisse ou que les gens me voient dans les réseaux sociaux. Non, je suis pas du tout intéressé par ça. L'objectif, c'était que je gagne, que déjà j'étais en train de faire, et que la personne qui allait venir dise non mais moi aussi je peux faire, bien sûr toi aussi tu peux faire. Et jusqu'à aujourd'hui il y a des personnes qui me demandent des conseils pour les compétitions, je leur donne des conseils, je leur donne c'est pas des gens qui veulent spécialement travailler avec moi, mais qui admirent ce qu'on fait et qui nous demandent des conseils, donc on envoie pour monter des compétitions. Et 2017 ça a été pour nous le point de la plaque tournante, quoi. C'était on est sorti en fait du côté amateur. On a dû vraiment proposer quelque chose de bien plus professionnel. Donc la CEJS, on avait proposé quelque chose de plus petit, donc de faire une fédération française. Et comme il y avait des subventions à l'époque, et moi, nous, l'objectif, c'était de payer en fait les combattants. On a proposé donc du coup de faire une fédération européenne, à échelle européenne. Et avec tout ce qu'on a proposé, le projet, on a été labellisé Diamant. Donc, c'était la deuxième meilleure distinction à ce moment-là. La première, c'était Red Bull. Donc, on était juste derrière Red Bull, quoi. Et on était vraiment contents parce que jiu-jitsu brésilien, c'était la première fois qu'on entendait parler du jiu-jitsu brésilien aussi fort en France. Mais vraiment. C'est capitale européenne du sport à Marseille 2017, un club qui avait pas beaucoup d'années de vie en France, parce que Etienne, il vient de la Guyane. Et comme il en a parlé déjà... c'était des années d'expérience. C'est des précurseurs du jiu-jitsu brésilien en Guyane. Donc, en France, on venait d'ouvrir. Il y avait personne en France. À Marseille, personne. En France, avec un peu de jiu-jitsu brésilien mélangé avec du judo. Mais à Marseille, je ne connaissais pas le jiu-jitsu brésilien quand je suis arrivé. Ouais. Il y avait personne. J'avais jamais vu une ceinture noire. Etienne, c'était le premier ceinture noire, 3e dan. Et j'avais jamais vu ça. Mes professeurs, ils étaient ceinture bleu-violette. Première fois que je rencontre Etienne en ceinture bleue, je le vois tirer une ceinture noire, un kimono, la ceinture noire tombe, 3e dan. C'était, je sais pas, c'est comme si j'avais vu une licorne pour moi. Donc pour nous c'était un truc de fou, quoi. Ah ouais, on nous a raconté cette histoire. Ouais, je l'ai raconté. Quand on a préparé le podcast, effectivement, Etienne il nous a raconté cette histoire de la ceinture noire. J'ai fait le podcast hier, mais j'ai fait le podcast hier, un autre podcast hier avec un peu qui parle sur les œuvres humanitaires, tout ça. Et la même personne m'a posé cette question-là et j'ai raconté cette histoire et tout. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est la plus belle anecdote du jiu-jitsu brésilien dans ma vie. Pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. La rencontre avec Etienne. Ouais, c'était vraiment drôle. Très drôle. Raconte-la un petit peu vite fait comme ça, là. Bah, vite fait, en fait, tout le monde sait qu'Etienne, c'est un pasteur. Il est pasteur d'une église évangélique. Moi, à l'époque, je détestais les pasteurs. Je supportais pas les pasteurs.
Et il débarque chez moi, et je vois ma mère, tout ça et tout, et je le vois en costard cravate, et ma mère, elle a eu peur parce que j'étais très agressif. J'avais beaucoup de problèmes à l'époque. En fait, les gens essaient beaucoup de cassis, beaucoup de racisme, c'était difficile. Et j'étais très bagarreur. Et quand j'ai vu Etienne, j'ai regardé en costard cravate, j'étais sans filtre. Je dis, c'est qui lui? Il dit, ah non, c'est un ami. Je dis, non, c'est un pasteur. Je dis, allez, qui sort de la maison? Et d'un coup, il me dit, à l'époque, il était avec un petit bidon, toujours avec cette attitude un peu très lente. Il me fait, c'est toi qui fais du jiu-jitsu brésilien? Et moi, je venais d'être champion de France. Donc, je venais de passer ma bleue. Je partais vers le championnat d'Europe. Je dis, ouais, pourquoi tu veux combattre? Et il fait 2 mètres, hein, il fait 2 mètres. Il était à l'époque 120 kilos. Mais comme il était lent, pour moi, dans ma tête, jiu-jitsu, j'avais déjà combattu avec quelqu'un de 150. J'étais champion de France, ceinture bleue, t'es le pitbull un peu du club. Et je dis, ouais, je veux le froisser, quoi. Ouais. Et d'un coup, il dit, écoute, ouais, y a pas de souci. Je dis, bah, viens demain à 7h. Elle me dit, attends, 7h, y a pas de tatami. Je dis, non, si, j'ai 2 tatamis, je les mets dans mon jardin, on descend et on combat. Et il me dit, bon, écoute, je suis à Marseille, 7h, non, j'ai dit 8h. Ouais, 8h, ça me fait lever à 6h30. Écoute, je t'écoute 9h. Je dis 9h, ça va, ça va. Puis il vient, j'étais prêt à 6h en train de faire des pompes, des sprawls, des squats, ce que tu veux. Et il arrive en retard, comme d'habitude. Et il arrive en retard. Déjà, je disais 9h, je dis c'est bon, il a peur. Il est arrivé, je crois qu'il était 10h. Et on a passé, il est arrivé avec son petit sac comme ça. Un petit sac de Dora l'exploratrice comme ça. Petit son sac. Mais vraiment, je dis, il est où son kimono, quoi. Et il venait, il arrivait comme ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça va être facile, ça va être facile. Moi, c'était du pain béni. Et d'un coup, je le vois, il tourne une boule comme ça dans son sac, il tire le kimono comme ça, il tire, et je vois d'un coup marqué Keiko Haas. Keiko, la marque Keiko, pour ceux qui connaissent, c'était au Brésil, qu'on appelle ça les cascagros, c'était les gars rudes qui combattaient, quoi, qui avaient cette marque, et on n'arrivait pas à la trouver en France. Je vois ça, je dis purée, en plus il est jauni, le kimono. Il tire, je le vois un peu tout froissé, tout déchiré. Purée, il combat, ouais. Putain, il a un vieux kimono, quoi. Ouais, en vrai, il doit envoyer. Je me suis dit, en vrai, il doit envoyer. Et puis, il continue à tirer. Et je vois qu'il galère avec son sac de couilles, il tire fort, boum. Et je vois la ceinture noire qui tombe. 3 dan. Je dis, Voilà. c'est quoi ça? Je dis, non, je suis mort. Non, là, c'est fini, c'est terminé. Ceinture noire, 3e dan. J'ai dit, ouais, c'est du jamais vu. Il y avait personne qui avait une ceinture 3e dan dans le sud de la France, j'en ai jamais vu. Et je me suis rappelé de mon père, ce que mon père, il me disait, c'est, t'as cherché les problèmes, maintenant tu assumes. J'ai dit, je l'ai provoqué, maintenant il fallait se battre. Et on a fait de 10h, je crois, de 10h jusqu'à midi, 2 heures de combat sur du 4 mètres carrés de tatami. Et c'était du froissage, quoi. Je me suis fait rouler dessus. À la fin, il m'a dit, ouais, tu tournes très bien et tout. Et c'est bien et tout. Et je dis, oh, c'est cool. Et il a dit, ouais, je voudrais bien continuer à rouler avec toi. Je dis, ok, on y va. Et puis, on a commencé à marcher ensemble comme ça. Pour moi, c'était drôle parce que c'était un pasteur. Je détestais ça. Mais c'est un pasteur qui fait du jiu-jitsu, il n'avait jamais vu ça. En plus, ceinture noire, 3e dan. Et j'ai dit, ben, let's go, quoi. Et puis, j'ai passé encore 1 an avec William. Et première année de ma ceinture violette. D'un coup, je me suis dit, j'ai commencé à marcher avec lui à l'église, tout ça aussi. Et puis, à Cassis, je voyais qu'il y avait plus trop, j'arrivais plus trop à me retrouver dans le club. Très grand, le club très grand. Le club de William, ça a toujours été un très grand club. Et j'arrive plus à me retrouver. Je sais pas, j'avais l'impression que j'avais fait déjà un tour comme ça, de moi-même, pas des professeurs. Mais j'ai décidé en fait de partir avec. Je sais pas si on parlait avec William, je dis écoute, William, je voudrais aller voir quelque chose derrière. Il m'a dit non, t'inquiète, je savais que ce jour-là allait arriver. Tu fais beaucoup de compétitions, je vois qu'ici, il n'y a pas grand monde qui arrive à te tenir, tout ça. Il m'a dit non, vas-y, tiens, pars, tu as ma bénédiction. Et c'est là que je suis arrivé avec Etienne et je lui ai parlé, je lui ai dit écoute, je voudrais sortir du club, j'ai décidé de sortir du club. Il m'a regardé, il m'a dit écoute, nous, on n'a pas de club. Il a dit on s'entraîne là, on est là dans l'église, on s'entraîne derrière et tout. On peut commencer comme ça. Et là, ça a commencé en fait avec JL qui venait son fils. Et c'était la grosse bagarre à la brésilienne. Voilà. C'était le plus beau souvenir du jiu-jitsu. Ouais, ça part de là, quoi. C'est parti de là. Il y a d'autres petites anecdotes, c'est sympa, mais celle qui me marque vraiment parce que elle a encore un impact aujourd'hui dans ma vie. Ouais. C'est celle qui tient le plus.
On s'est un peu mélangé les pinceaux dans les questions, donc là c'est tout en désordre. Mais c'est pas grave. Mais vas-y, je t'en prie, Et je donc, te laisse. Une question importante aussi. Qu'est-ce que tu penses de la place des femmes dans le jiu-jitsu? La place de la femme dans le jiu-jitsu, pour moi, c'est très important. C'est très important. Et il y a un livre que j'aime beaucoup qui dit que la femme, c'est la couronne de l'homme. Elle est posée sur la tête de l'homme. C'est très important. C'est quelque chose pour moi, dans le jiu-jitsu brésilien, les femmes, elles sont capables de faire plein de choses en même temps. Elles sont capables d'apprendre rapidement, elles sont bien plus rapidement que les hommes. De mon expérience, de ce que j'ai pu voir avec les entraînements, souvent les femmes, elles apprennent beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Et sur le tatami, ça apporte une autre atmosphère. C'est une atmosphère agréable. J'aime bien ce côté féminin qui veut se battre, qui veut prouver, qui veut montrer, mais ça amène quand même une douceur. Même si les combats des femmes sont très agressifs, Oui. mais ça amène une douceur en fait dans le jiu-jitsu brésilien. Et je suis conscient qu'aujourd'hui, c'est pas évident en fait. C'est pas évident pour une femme, c'est une jour blanche, mais dans un club où il y a que des hommes. C'est parce que le jiu-jitsu est en train de grandir encore plus. Donc, je suis content parce que le jiu-jitsu, je vois même des open mat féminins où il y a 100, voire 150 femmes compétitrices sur le tatami. Des fois, peut-être pas compétitrices, mais beaucoup de femmes sur le tatami. Donc, s'ils arrivent à faire ça maintenant, à l'époque, c'était impossible. Oui. À l'époque, s'il y avait une fille, c'était un peu un garçon manqué, elle venait se battre. Une sur 50 gars. Ouais. Donc, du coup, moi, des fois, ça me faisait chier. Nous, les hommes, des fois, on ne voulait pas tourner avec elle parce qu'on se disait, on n'a rien à apprendre. Mais à chaque fois que je tournais avec une femme, je prenais plus le temps parce que tu allais, tu réfléchissais plus. Quand je combattais avec un homme, c'est voilà, la testostérone, voilà, on se tapait dessus, c'était la bagarre, quoi. Et là, tu as le temps de travailler la technique, tu as le temps de te poser, puis elles ne viennent pas pour les mêmes raisons. Beaucoup de femmes viennent pour essayer de retrouver la confiance, pour cette défense. Donc c'est vraiment, elles apportent vraiment une branche différente dans notre vision en fait, du jiu-jitsu brésilien, nous les hommes. Une très compétition, très ci, très ça. Elle nous apporte un peu le côté, c'est faut que tu kiffes quoi. Comme les Marseillais, ouais, faut que tu apprécies là, c'est le jiu-jitsu brésilien. C'est bon, stop, il n'y a pas que ça. Et il faut avoir des femmes. J'invite vraiment tous les clubs à se pencher plus, à vouloir attirer des femmes dans leur académie. Pourquoi? Parce que ça amène cette atmosphère différente. Ça amène quelque chose de différent dans ton club. Et c'est ouvert à tout le monde. Parce que ce que le jiu-jitsu apporte à un homme, il apporte quelque chose de différent à une femme. Mais ça sera positif aussi. C'est vraiment du positif. Il n'y a que du positif. Et aujourd'hui, j'ai vu Sophie arriver. C'est plus la Sophie la ceinture blanche. Quoi. Aujourd'hui, ceinture violette. Sophie la ceinture blanche, je ne voulais pas faire de roulade avant. Elle pleurait quand on travaillait les chutes. Aujourd'hui, elle va traverser les mers, les océans pour aller faire des compétitions. Donc, elle se régale entre les voyages. Parce que c'est ça le jiu-jitsu, c'est pas que la compète, c'est les gens que tu vas rencontrer, les voyages, les villes que tu vas visiter, parce qu'il te permet de visiter beaucoup de villes. Donc, par rapport aux compétitions, donc c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, une femme, elle peut pas passer à côté du jiu-jitsu. S'il y a un club de jiu-jitsu à côté de chez vous, allez faire du jiu-jitsu. Vraiment, c'est très important. Et pour les femmes qui sont mariées aussi, ou les femmes qui sont mariées avec les femmes qui font du jiu-jitsu. Donc, faire du jiu-jitsu en couple, c'est incroyable. Je peux témoigner, c'est merveilleux. Ouais. C'est un grand partage. Je trouve ça vraiment. Je sais pas, faut le vivre en fait. C'est comme un enfant. Souvent on dit non, mais moi je fais pas d'enfant quand on est jeune. Non, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas besoin d'enfant. En fait, tu peux pas le savoir jusqu'à ce que tu aies un enfant pour voir comme c'est incroyable d'avoir un enfant. C'est un plaisir différent. Et faire du jiu-jitsu avec une femme, c'est tellement un plaisir différent. Avec ta femme, elle est là à côté de toi, elle vit la même chose, les mêmes projets, la même compétition. Vous partagez un stress à deux, vous êtes. C'est indescriptible. Vraiment, faut le vivre. Faut le vivre pour le sentir et pour
partager et encore, partager à 50% ce qu'on vit réellement, quoi. Oui, comme le jiu-jitsu, c'est une vraie passion, le partager dans son couple, c'est vrai que c'est particulier, quoi. C'est très intense, c'est beau. C'est le moment de la question artistique du podcast. Alors, toi, tu le sais, les auditeurs le sauront aussi bientôt. Moi, je fais des fresques murales, donc en fait, c'est mon travail aujourd'hui. Et en réalité, j'ai commencé au club. J'ai fait des logos au club, j'ai reproduit plusieurs logos sur les murs de notre club, dont le logo de la CEJJS. Et du coup, ma question, c'est est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce logo, d'où ça vient, et puis nous redire aussi la CEJJS, à quoi ça correspond ce sigle, nous reparler aussi un peu de la CEJJS parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé encore. Donc voilà, c'est peut-être le moment d'approfondir un peu là-dessus. D'abord, je voudrais te dire encore une fois devant tout le monde, merci parce que la fresque elle est incroyable. Et quand je dis aux personnes que tu as fait ça quasiment sans presque les moyens, en fait, les gens ils trouvent ça incroyable parce que c'est tellement parfait. Et quand je donne les cours aux enfants, c'est les personnes qui ont ce côté très artistique. Parce qu'on a deux côtés dans le cerveau, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup d'enfants qui ont ce côté très artistique comme toi. En fait, ils repèrent, ils remarquent tout de suite. Et ils sont figés. Des fois, je suis obligé de captiver leur attention et de dire, oui, le cours, il est là. Parce qu'ils aiment beaucoup ta presse, ils aiment beaucoup, en fait, les détails, les trucs comme ça. Et je parle beaucoup de toi. J'ai fait du jiu-jitsu. Donc, du coup, ça les motive. Donc, c'est très beau. Et le logo de la CEJS, ce logo-là, c'est un logo qui ressemble beaucoup à une fédération au Brésil. Donc, la fédération du Brésil, je ne me trompe pas, c'est sorti de ma tête, mais c'est la CBJJ. En tout cas, le président s'appelle Moïse Muradi. Et au début, on a été élu label Diamant. On a reçu une subvention de la ville de Marseille. Ils ont apprécié le projet et ils ont commencé en fait à nous suivre et ils nous ont donné 30 000 euros pour pouvoir faire la compétition. Et c'est là qu'on a proposé en fait de rémunérer les combattants qui allaient venir. Et on proposait donc du coup cette prime aux combattants. Et d'un coup, il fallait qu'on trouve en fait une fédération internationale un peu, parce qu'on était déjà sur un projet, on allait faire le championnat d'Europe. Donc, du coup, c'était notre projet à Marseille. Et on était sur un projet déjà de championnat du monde. Et donc, du coup, on voulait partir au Brésil, faire une alliance avec notre fédération. Et cette personne-là nous a appelé, nous a contactés. Et elle nous a dit, voilà, on a vu que vous allez faire le championnat d'Europe. On fait ça, ainsi, ça. On connaissait déjà leur travail, très bon travail au Brésil. Et on a voulu commencer à travailler avec eux. Donc, du coup, j'ai dit, écoute, pas trop se mélanger de la sauce. Je vais reprendre ton logo. On va le remasteriser. Et on va faire un truc un peu à notre sauce. Mais pour que les gens ils aient un rappel avec la fédération qui est au Brésil, on va garder un petit peu le côté de l'aigle, les étoiles, qui fait très Europe. Donc, on a rajouté ces choses-là. Côté bleu qui fait très Europe aussi. Donc, on est parti sur ça. Donc, voilà, notre alliance avec le Brésil, c'était ça. On avait commencé à faire un contrat avec eux, sauf que voilà, moi j'ai des valeurs et des principes, et ça c'est des choses que j'aime pas briser dans le monde du travail. Il a vu qu'en fait qu'on a réussi à avoir cette subvention, et puis c'est trop de demandes derrière, quoi. C'est je veux ci, je veux dormir dans un hôtel 4 étoiles, je veux que tu invites 5-6 personnes, je veux que tu mettes des invitations privées, je veux que tu des restaurants, des machins. Je dis, écoute, nous, on vient de débuter. Si tu penses tout l'argent, moi, l'objectif, c'est de donner la prime aux combattants. C'est pas de donner la prime à des présidents qui viennent juste regarder et qui n'apportent pratiquement rien. Donc, moi, je dis, si moi je gagne, il faut qu'eux ils gagnent, il faut que toi tu gagnes. Il faut équilibrer la balance, quoi. Et à ce moment-là, à J-10 avant la compétition, il s'est rétracté. Ah ouais. Il a dit, ben, on vient pas. Et on avait déjà payé, je crois, 4 billets d'avion, si je ne me trompe pas, ça faisait environ 5 000 euros. Un billet d'avion, un peu plus de 5 000 euros, 4 billets d'avion. Et j'étais dégoûté. J'étais dégoûté parce que, en fait, il n'était pas dans le même objectif que moi, en fait, de faire grandir le jiu-jitsu en France. Lui, il voulait juste faire grandir son portefeuille. Et, non, mais dégoûté au début, mais je me suis dit, c'est un mal pour un bien. On peut pas gagner tout seul. On peut pas gagner tout seul.
peut pas tout faire tout seul. Mais ça a été un peu plus long pour nous avec Étienne. On a commencé à organiser ces choses-là, vraiment avec très peu de moyens. Et on a rémunéré les combattants. Et une chose qui est très importante, et ce qui est triste en fait, pas seulement dans le monde du sport, mais dans l'événementiel, c'est que les gens attendent de voir. En France, on attend de voir si ça va fonctionner. Aux États-Unis, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un projet, ils font, tout le monde court dessus. En France, on se dit, on va voir si ça fonctionne. Ils vont se casser la gueule. Ah non, première année, non, ça va pas fonctionner. Deuxième année, ah, ils tiennent. Troisième année, ah, c'est de la chance. Jusqu'à ce qu'ils voient. Et puis après, ils vont commencer à venir. Mais le problème, c'est que la personne qui est en train d'organiser, peut-être qu'elle va s'essouffler. Qu'est-ce qui s'est passé? La première année, on a eu les 30 000 euros. Personne n'est venu. De Français, personne n'est venu. Il y a eu quelques Français de la ZR. Il y a eu Samuel Monin qui est venu. Cristiano qui a emmené quelques élèves. Il y a eu Jean-Louis Mendoza. Il y a eu Edipo. Edipo qui avait eu combat. C'est tout. En France. Très peu de combattants français. Je parle en professionnel. Pour gagner 5 000 euros, dans une prime pour un combat, 5 000 euros en donné au vainqueur. Tu te déplaces, tu es en France. Aucun Français qui est venu. Tout le monde attendait de voir si réellement je les donner. Alors que moi, j'ai des champions du monde. Charbossa qui est venu, des champions du monde qui sont venus du Brésil, des champions du monde qui sont venus de Alliance et aussi Cicero Costa, Brésil. Donc, ils sont traversés l'océan pour venir combattre en France. Ils m'ont dit, tu donnes l'argent. Je lui ai dit, mec, si tu viens, même si tu n'as pas de combattant, pour que tu aies l'argent, je combattrai avec toi. J'allais me faire tordre. Mais j'avais tellement envie de l'honorer parce qu'il allait faire le déplacement que je lui ai dit, bah, écoute, viens. Et ils sont venus. Il y a eu des très, très, très beaux combats. C'était pas une compétition. C'était limite un événement comme un Polaris. Il y a eu personne, en fait. Il y a eu 50 personnes, 50 bons combattants. Puis après, il y a eu ceinture blanche, tout ça. On était à environ 4, allez, on va dire 70-80. Mais c'était pas les 1000 ou les 2000 personnes que j'avais. Oui. Sauf qu'on a mis les fauteuils, on a eu le maire de Marseille qui est venu, on a eu des personnes responsables de la ville de Marseille qui sont venues, qui ont regardé, qui ont trouvé ça hallucinant, qui ont vu des Tchèques qui sont venus, des Français qui sont venus, dès qu'ils ont entendu des Brésiliens parler en portugais, ils ont entendu des Américains, ils disent, oh, mais c'est qui tous ces gens qui viennent? En fait, tous les étrangers sont venus et les Français ils sont restés en spectateurs. Et la compétition, elle se passe. Et l'année d'après, on relance le championnat d'Europe. Et là, on a reçu plein d'appels. Il y aura les 30 000 euros, il y aura les 30 000 euros, il y aura les 30 000 euros. C'est trop tard. C'est trop tard. La première année est passée. Si j'avais eu le nombre de personnes que je souhaitais, on aurait pu le relancer sur la deuxième année. Mais il n'y avait plus. Aujourd'hui, on a toujours cet espoir, cette espérance de pouvoir, honorer ces personnes, les combattants. Oui, donner des primes, quoi. Donner des primes. Mais c'est vrai qu'il faut pousser, en fait, les petites compétitions qui ont envie de grandir, qui proposent des choses différentes, qui proposent, en fait, des packs. Nous, on a toujours proposé un pack pour aller au Brésil, à ceux qui gagnaient la compétition sur les 2 compétitions. On a proposé, avec nos partenaires, de monter un site internet pour les auto-entrepreneurs. On a proposé des primes. On a toujours proposé quelque chose de bon. Pour pousser les personnes. On était les premiers à faire ça. Premiers à faire ça en France. Donc, ma relation avec la CEJS aujourd'hui, c'est ça. J'organise les compétitions. Etienne, il est le président. On organise ensemble. Il me drive sur beaucoup d'idées. Parce que je reste quelqu'un très jeune. J'ai beaucoup de projets très grands. Et lui, c'est lui qui chapeaute, qui canalise et qui m'oriente. Et aujourd'hui, on est là. Donc, j'ai gardé le logo de la CEJS par rapport aux 5 000 euros que j'avais déjà dépensés. Il n'est pas venu derrière moi pour me demander quoi que ce soit. Et c'est là que beaucoup de personnes m'en ont parlé. Ah, ça ressemble à celui du Brésil. Oui, ça ressemble à celui du Brésil. Vous ne connaissez pas trop l'histoire. Aujourd'hui, on est là. Voilà. CEJS, une confédération européenne de jiu-jitsu sportif. Sportif, pourquoi? Parce qu'au Brésil, quand on dit qu'un sport est sportif, c'est-à-dire des sportifs, c'est-à-dire qu'il est professionnalisé, il est rémunéré. On a toujours cet objectif-là de sortir du bénévolat. Ouais. Bien le bénévolat, c'est cool. J'ai profité du bénévolat aussi quand j'étais jeune. Quand je suis arrivé de la Guyane, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. L'accès à tout le monde, c'était très important pour nous. J'ai apprécié ça. Sauf qu'à partir d'un moment où la personne s'est sacrifiée pour arriver jusqu'à la ceinture noire,
Aujourd'hui, elle a vu qu'il faut qu'elle arrive à avoir un retour sur investissement. Ouais. Parce que c'est un investissement que tu as eu toute ta vie, quoi. Mm. Donc, pour moi, je reste dans cet objectif-là. Sortir du bénévolat, proposer un diplôme pour la personne, qu'elle puisse arrondir ses fins de mois, faire ce qui lui plaît, passer du temps avec sa famille. D'autres projets vont suivre aussi. Mais c'est cet objectif-là que j'ai, quoi. Je ne suis pas tout seul dans la scène du jiu-jitsu brésilien. Le gâteau, tout le monde peut y manger. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment un objectif, un fil rouge. Tu en as parlé depuis le début de l'interview. Là, c'est que chacun puisse vivre du jiu-jitsu s'il le souhaite, quoi. Ouais. Bien sûr, bien sûr. On est quasi à la fin. Oui. Ah, il y a une question technique parce que donc le pendant de ce podcast, c'est qu'il va y avoir une petite vidéo où donc on va te demander de nous présenter une technique ou des techniques que tu penses importantes, qui font partie de ton jeu. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ce que tu as choisi comme technique? Un des vidéos que je regardais beaucoup, c'est les vidéos de Ronaldo Jacare. Ronaldo Jacare, il arrivait sur le tatami, il faisait ça, le crocodile, tout ça. Sauf que c'était un patient. Ouais. Et c'est lui qui m'a donné envie de faire du jiu-jitsu brésilien. Et sauf que j'étais gardien à fond, quoi. J'étais un gros gardien. Et quand j'ai rencontré Etienne, j'ai eu cette volonté d'être passeur, parce qu'il était passeur. Ouais. Donc d'apprendre, j'ai changé complètement mon jeu. Mais la technique que j'ai montrée dans la vidéo, c'était vraiment quelque chose qu'on s'entraîne beaucoup, c'est être un faux gardien. Faux gardien, pourquoi? Je cherche le renversement. C'est-à-dire que je tire, je patiente pas en bas. Parce que le jeu de la compétition, c'est quoi? Je calcule le temps. Au bout de 2 minutes, je fais ça. Au bout de 2 minutes, je fais ça. Et au bout de 2 minutes, je fais ça. C'est le jeu de la compétition. Donc, on dit Amaha ou Joe, je vais bloquer le jeu. Ouais. Avec Etienne, c'était pas ça. Je ne peux pas courir derrière les points déjà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je me chute. Par contre, il ne faut pas que je reste en bas. Il faut que j'attende. Même si je suis un bon gardien, on a joué sur ma qualité, mais je te renverse. Il faut que je te prenne les 2 points, renverse. Sauf que je reste pas en dessous et je reste pas sur mon passage et je bloque pas le jeu. Je te finalise. Parce que le but du jiu-jitsu brésilien, c'est pas de gagner au point. Ouais. Le but du jiu-jitsu brésilien, c'est de finaliser. Ouais. Je te fais taper, je te fais arrêter le combat, ou je t'endors, ou je casse ton bras, ou je casse ta cheville, ou je casse ton dos. Mais c'est pas les points. Non. Donc toujours l'objectif, c'était de finaliser. Donc j'ai voulu montrer pourquoi une technique sur le dos, parce que j'ai pensé ceinture blanche et aussi la ceinture un peu plus gradée. Ceinture blanche, pourquoi? Parce que on a cette peur d'être sur le dos. Dans n'importe quel sport de combat, quand tu es sur le dos, pourtant dans ta tête, tu as fini, c'est perdu, c'est terminé. Souvent, le jiu-jitsu brésilien, c'est différent. Le sol, c'est notre domaine, c'est notre univers. Donc, j'ai montré une ceinture technique sur le dos, parce que c'est mon côté gardien qui joue, faux gardien, on va dire, parce que tout de suite, il faut chercher le renversement. Une technique, on va dire, où tu es là, où tu travailles avec les jambes, donc tu bloques d'abord les jambes de ton adversaire, qui est très important. Tu bloques la partie supérieure de ton adversaire aussi, qui est très important. Parce que c'est un jeu de passeur aussi, où on bloque les jambes aussi, il faut bloquer les jambes. Et souvent, en tant que gardien, les gens, ils pensent pas à ça, bloquer les jambes. Ça fait qu'ils bloquent le type de bras, mais la personne, elle reste en train de passer à gauche, à droite, et en fait, elle tout déstabilisé. Et petit renversement pour ceinture blanche à partir de la De La Riva, je trouvais que c'était assez cool. Pas une De La Riva compliquée, une De La Riva profonde, je trouvais ça intéressant. Et quelques genoux que j'aime bien travailler sur quand tu le laisses, c'est quand le gars il pense qu'il est en train de te passer la garde, tu vois. Et bam. Il croyait prendre et au genou. Donc ça c'est cool, quoi. J'aime pas me faire passer la garde. C'est quelque chose que généralement quand je suis souvent au club, je dis j'aime pas montrer les techniques du 100 kg parce que personne ne passe la garde. Si dans ta tête, même s'il y en a qui vont te passer la garde, si tu gardes dans ta tête que personne ne te passe la garde, il faut que tu sois comme ça. Personne ne marque un point, il faut que tu sois comme ça. Donc, quand quelqu'un est en 100 kilos, oui, tu vas avoir quelques techniques parce qu'il faut. Mais pas, moi, je cherche pas la technique de sortie. Tu m'as passé la garde, déjà tu m'as énervé. Il faut que je te prenne le bras tout de suite. Moi, je peux témoigner, je n'ai jamais passé la garde. J'ai passé une fois par hasard, mais ça a duré 2 secondes, j'aurais jamais eu les points. Rarement. J'ai en pression maintenant.
C'est ça qui fait plaisir parce que un professeur, en fait, on diminue notre niveau. Surtout quelqu'un qui commence ceinture noire, qui a un club. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne-là? C'est qu'il va être obligé de diminuer son niveau pour essayer de tourner avec les ceintures blanches. Il ne tournera plus avec les ceintures noires. Il va fortifier leur ceinture blanche, fortifier les ceintures bleues, violettes, marron, noir, mes coups, il est noir. Maintenant, bon, je peux faire travailler avec une ceinture noire. Mais tu te rends compte en fait que ça y est, c'est bon. Il a atteint un bon niveau. Quand ton élève commence à te finaliser, quand ton élève commence à te mettre la pression actuelle, wow, ah oui, là tu dis bon, c'est bon. Là, j'ai fait un bon travail. Donc, c'est les professeurs qui disent non, c'est bon, on a finalisé mon élève. Non, t'as finalisé, ok. Il y a plein de paramètres. Peut-être que tu t'es fatigué, peut-être que tu n'avais pas mangé, peut-être que je sais pas. Ok, il n'y a pas de souci. Mais sois content. Parce que c'est la finalité, c'est qu'il a bien appris, quoi. Ouais. Donc, du coup, c'est arrivé. Bon, j'évite. Parce que t'as souvent des élèves, ils sont foufous dans leur tête. Donc, du coup, quand ils te prennent le bras, j'ai finalisé, ils veulent tirer trop fort. Mais c'est important. Et nous, on aime bien voir l'évolution des élèves. Moi, en tout cas, je prends plaisir à te voir évoluer Sophie, à te voir évoluer Philippe. Au début, ton jeu était très haut, tu es quelqu'un qui est très raide. Maintenant, tu mets une pression de malade sur les puzzle pass, les trucs comme ça, c'est incroyable. Je vois les petits, les tout nouveaux. Et quand tu les écrases, ils sont là, les dents qui grincent, le côté, je me dis, regarde, voir ça. Donc, c'est plaisant, ça fait vraiment plaisir. Donc, du coup, c'est un plaisir différent. Quoi. Donc, sur le tatami, voilà, il est arrivé à un bon niveau. Et je pense que tu as remarqué à la compétition aussi. Tu es en ceinture blanche, ton professeur fait ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et puis tu es arrivé à la noire aujourd'hui, silence radio, on sait ce que tu vas faire. Tu vois, c'est juste te booster à des moments où tu es fatigué. Vas-y, on est là et tu fais ton travail. Quoi. Donc je crois que pour nous, c'est vraiment une grande satisfaction pour les professeurs, c'est ça aussi. Et toi, tu es toujours gardien du coup? Parce que l'école Étienne, c'est plutôt une école de passeurs. Oui. Mais toi, tu es toujours gardien. En fait, je suis pas toujours gardien. J'aime bien être gardien et j'aime bien passer, en fait. Passer avec le tête, genou, poitrine. Ouais. On dit que c'est un travail de destruction. En fait, il faut que le gars, il se rappelle de toi. Il faut que quand tu vas en compétition, même si tu perds, ils te disent félicitations, c'est un des meilleurs beaux combats. Un jour, c'est ce qui s'est passé avec Franck Hart. C'est qu'il m'avait battu une fois, il m'avait travaillé de 50-50, il m'avait détruit le genou. Quoi. Je ne comprenais pas la 50, il n'avait jamais travaillé ça. Il m'avait fait énormément mal au genou. J'ai une photo, il était enflé. Il m'avait gagné de 4-2. Et le premier combat, j'ai justifié lui, je commençais à le suivre, j'ai vu qu'il était champion du monde. Et j'ai demandé à Etienne, tout, je dis, tu le connais. Je dis, ouais, je le connais, je l'entraîne depuis petit en Guyane, son père me connaît. Et je me suis entraîné que pour lui, on a fait venir des gens de Paris, tout ça, pour bloquer la 50. Fred de Paris aussi, qui s'entraîne avec les Dupos. Il a fait venir, c'est un très 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 gros technicien et il m'a montré quelques mouvements sur la 50 et j'ai retrouvé Franck Hart dans le combat, il m'avait gagné d'un avantage et on m'avait pas donné mon avantage aussi, donc du coup normalement c'était égalité et il s'est levé, j'étais au bord du tatami en train de remettre mes chaussures, j'étais dégoûté parce que je voulais le battre. Il est venu, il m'a tapé sur le dos, il m'a dit merci, c'était le plus beau combat de ma vie. Donc, du coup, on était là, Violette, on avait fait un gros combat, tout le public s'était arrêté. Et il m'a dit, c'est qui ton prof? Tu le connais, c'est Etienne. Il fait, comment Etienne est ici? D'un coup, Etienne était en haut, il fait, ah, Etienne, et c'était. Mais voilà, je me rappelle de ce jour-là. J'étais satisfait. J'avais pas gagné, mais quand t'as ton adversaire qui vient, qui dit, ouais, t'as fait un beau combat, franchement, c'est dur, c'est important. Ça, c'est l'école Etienne. Puis on a ce côté-là où on a nos projections. Il faut que les gens ils disent non, ça c'est Etienne Claude. Parce qu'Etienne Claude, c'est pas seulement une personne. Etienne Claude, c'est tout un club. C'est un style. Donc on aime donner ce style, cette image à notre jiu-jitsu. Il est tourné en fait vers le MMA parce que c'est pas le jiu-jitsu, berimbolo, machin, qu'on peut voir, tout ça. C'est un style un peu, on t'agresse dans la rue, tu vas rigoler parce que tu te fais un peu secouer déjà dans le club. C'est un peu rugueux. C'est un peu rugueux, ouais. On a entraîné beaucoup de personnes qui étaient dans les clubs de MMA autour, la Fight Club, Evolution Pancras, tous les gros clubs où j'apprécie beaucoup les entraîneurs. Aujourd'hui, je viens dans nos compétitions. Ils envoient beaucoup de leurs compétiteurs faire du sol. Aujourd'hui, ils ont leur propre
aux élèves au sol, mais à l'époque, c'était la référence, quoi. Ils venaient chez nous, ils sont venus chez nous. Donc, nous, on prenait ce temps, on formait pendant 2 mois, ils repartaient. Il y en a encore qui viennent, les mecs qui font la MMA. Ouais, il y en a encore beaucoup. On a fait du MMA pendant un moment. Oui, au début, avec. Et on a eu trop de monde, juste, on est revenu à la base. Ouais. C'était notre dada, c'est ce qu'on aime faire. Et puis, on est bien là aujourd'hui. Au club, on a 250 personnes sur l'année. C'est pas mal, quoi. Et puis, ça fait que grandir, tu vois. T'es un des professeurs en grappling aussi, donc du coup, on est en train de voir d'autres créneaux. Et c'est beau, c'est bien. Ouais. Et donc, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, qu'on t'a pas demandé ou... Non, pour moi, c'est super. J'aime bien voir, en fait, les personnes réussir. Je trouve que c'est très intéressant, le podcast. Très intéressant. C'est beaucoup de courage, beaucoup de travail. Je t'encourage à continuer, vraiment. Si chacun apporte, en fait, leur projet à concrétisation, le monde, ça va être une vague énorme. Donc, une sélection. Parce que beaucoup de personnes parlent du jiu-jitsu pour tous. Mais on est tous chacun dans son truc, on va faire chacun son truc caché. Et c'est ça qui est difficile, en fait, c'est ça qui est compliqué. Si le jiu-jitsu, il est pour tous, il doit être accessible au niveau du prix. Je ne peux pas me casser en tant que professeur, mais je ne peux pas casser non plus l'adhérent qui va arriver. Je dois lui proposer des facilités. Je dois proposer des idées. Par exemple, pour le podcast qu'on a beaucoup parlé. Je sais que vous êtes très sérieux dans votre travail, mais c'est notre branche du jiu-jitsu, en fait. On aurait pu le faire, je ne sais pas. Parce qu'on a eu cette opportunité, mais aujourd'hui, c'est vous. Et ça fait encore plus plaisir que ce soit vous qui êtes en train de faire ce podcast aujourd'hui, quoi. Je me dis, waouh, voilà, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de bien, c'est jiu-jitsu. C'est là que je dis, le jiu-jitsu, il est de partout. Ouais. Et puis ça va ouvrir d'autres portes. Et, donc, encore merci encore une fois. Merci à toi. Merci à toi d'être venu. Un moment très agréable, très très agréable. C'est super. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Je sais que tu organises une compétition à la fin du mois de septembre, c'est ça? Alors, le 22 septembre, on a une compétition à Saint-Jules-Pouilly, c'est frontière de Suisse. Je suis avec Hassani, donc le professeur, le head coach de Liman. C'était un des gars qui m'a toujours demandé, qui est venu arbitrer, très sérieux. Donc, il va proposer donc, du coup, organiser là-bas aussi avec moi. Et c'est très intéressant, beaucoup de Suisses. Très beau niveau en Suisse, beaucoup de grosses équipes. Des équipes phares, qui a toujours été une grande équipe dans toutes les compétitions, c'est l'Académie Icon, donc Nasson Pereira. D'ailleurs, je passe le bonjour parce que c'est son professeur, Zé Marcelo, c'était une personne que j'ai rencontré dans le jiu-jitsu brésilien. En fait, c'était à Londres. La compétition, j'avais dormi dans une cabine téléphonique. Il pleuvait énormément, j'avais pas l'hôtel, tout ça, c'était tout très loin. J'avais dormi dans une cabine téléphonique. Et je me rappelle que c'est un de ses élèves qui était venu, il m'a dit on a une chambre, tu peux venir dormir avec nous, manger avec nous, l'équipe Icon. Et je suis allé avec eux et j'ai rencontré Zé Marcelo. Zé Marcelo, un bon businessman, jiu-jitsu brésilien, un gars très posé, très cool et tout. J'étais en route, il m'a dit c'est toi qui as dormi dans la cabine téléphonique? Je dis ouais, c'est moi. Et on a commencé à parler du business un peu, j'étais ceinture bleue. Et c'était cool, quoi. C'était vraiment un truc incroyable. Et là, l'équipe Icon en Suisse, c'est un des pionniers du jiu-jitsu en Europe. Ils ont toujours été là. Et ils seront dans la compétition aussi. Enfin, j'espère toute l'équipe sera là présente. Voir aussi des anciens qui n'ont jamais lâché. Parce que quand j'étais là, ils étaient déjà professeurs. Donc, du coup, c'est quelque chose d'incroyable. Ils sont toujours en train de devenir pourquoi. Et c'est ça la beauté de ce sport, en fait. C'est que tu peux faire des compétitions jusqu'à 80 ans. Et si tu maintiens bien une discipline de vie, c'est ça qui m'a fait aussi continuer. Je me suis projeté très très loin. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Bon, donc du coup, je pense que le podcast va sortir cet épisode-là après la compétition à la frontière de la Suisse. Mais en tout cas, c'est une première pour toi. C'est une première.
Et est-ce que tu peux donner rapidement tes réseaux sociaux, ou est-ce qu'on te retrouve Instagram, tout ça En fait, tu vas me retrouver, vous allez pouvoir me retrouver sur Instagram. Tu t'es connecté, enfin, j'ai un lien où on voit un peu ce qu'on fait. On travaille beaucoup avec les œuvres humanitaires. C'est à savoir que le club, où on donne des cours avec Etienne, 10% de tout ce qu'on fait va pour les œuvres humanitaires, les orphelinats au Centrafrique, pour aider les veuves qui ont perdu leur mari pendant les guerres, tout ça. Tout ce qu'on fait aussi avec les compétitions, 10% de tout qui part, des fois même plus, pour pouvoir aider aussi faire des projets, l'agriculture, l'expansion d'écoles. Donc on est très attaché à ça. C'est très important de toujours apporter aux personnes. Donc réseaux sociaux, sur les tatamis aussi. Je suis 85 rue d'Italie, Voilà, à Marseille. chez Étienne. Donc chez Etienne. Et c'est sinon, voilà, humanitaire, église, surf. Voilà. On mettra les liens en description. Tout est passé. Moi, mon Instagram, généralement, les personnes retrouvent parce que tout est compatible. Ouais. Voilà. Tout est compatible. Tu vis une bonne vie. Tu es heureux de vivre. Je te laisse la toute dernière question. Merci beaucoup Léo pour ce deuxième podcast et puis merci bien. À très bientôt. À bientôt Léo. À bientôt. Bonjour, nous sommes à Marseille à l'Académie Étienne Claude, rue d'Italie, et je vous présente Léo qui va nous montrer les techniques qu'il a choisies pour nous. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Donc Leonardo Kopke. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer une technique de base. Donc on va commencer au sol. Lorsque j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, j'ai commencé en tant que gardien. Et l'erreur que beaucoup de personnes pensent, c'est de penser que lorsqu'on est au sol, dos au sol, donc le combat il est terminé. Et comme lorsqu'on sommes gardiens, on est dans l'attente. Alors que non, nous faisons un art martial, nous pratiquons un art martial où nous devons constamment attaquer, chercher la finalisation, l'arrêt du combat le plus rapidement possible. Donc, ce que j'ai appris ici à l'Académie Étienne Claude aussi, c'est que il faut toujours qu'on soit en premier à marquer les points et jamais courir derrière ce scoring et surtout chercher la finalisation, encore plus que les points. Ok? Donc ici, je vais commencer une position donc comme gardien. Ici, Philippe, il est donc passeur. Son objectif, c'est de passer mes jambes, d'accord, et se retrouver dans une position favorable pour pouvoir me finaliser. Moi ici, je choisis de prendre une première saisie au niveau de la manche. J'aime bien faire le petit ourlet ici, rentrer les doigts bien fort et vraiment rentrer les phalanges à l'intérieur. Ok? Une fois que je suis ici, généralement, on commence dans cette position ici ou la position araignée. On va commencer avec la position sur la hanche. Qu'est-ce qu'il va faire premièrement? C'est attraper le pantalon. Il va attraper mon pantalon, les deux côtés du pantalon. Ok? Une fois qu'il est ici, je vais choisir le côté où je vais commencer à attaquer. D'accord? Pour moi, ça va être du côté gauche ici. Ok? Donc, une fois qu'il a attrapé le pantalon, je vais saisir son pantalon. D'accord? Il y en a qui aiment attraper ici le talon. Moi, j'aime bien attraper, faire un ourlet ici et tourner. Pour lui, ça lui laisse plus d'amplitude. Mais pour moi, la saisie du pantalon, elle est plus puissante. Lorsque je tourne ici, je tiens. Donc, comme on travaille ici beaucoup chez Étienne Claude, le X de déplacement, je bloque ici son côté gauche et ici en bas son côté droit. D'accord? À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? C'est positionner ma jambe ici en pression sur son genou. D'accord? Donc, je vais attaquer la De La Riva. Ok? C'est une position qui a été créée par le maître De La Riva. Je suis ici, je mets une pression sur son genou. Je rentre pas encore le pied. D'accord? Là, je vais attaquer la De La Riva profonde. Je rentre ma jambe et je passe jambe tendue. Ok? Je reviens. Position De La Riva, normalement, c'est celle-ci. D'accord? Mais pour les ceintures blanches, comme ils n'ont pas encore cette aptitude au niveau du genou, je garde ici la pression au niveau du genou. La main tournée ici. Et là, je vais rentrer ma jambe. Ok? Et je vais tendre. Boum. La grande De La Riva. Ok? Là, j'ai la jambe tendue. J'ai un crochet au niveau de la hanche ici. Ok? Et je vais attaquer sa jambe en mettant un deuxième crochet. À partir de ce moment-là, parce que j'ai ce bras et non pas celui-là et non pas la ceinture, j'ai ce bras-là qui est bloqué, il peut pas reculer. D'accord?
Donc à partir de ce moment-là, il est bloqué. Je peux ou le faire tomber en tendant les jambes. Ok, reviens. Ou la technique que j'aime bien ici, c'est de pouvoir attaquer ici derrière. Boum. Chercher la prise de dos, celle que vous connaissez tous. Je vais chercher ici, me placer en arrière. Et mettre les crochets. Donc je suis ici, je suis positionné, je suis dans l'arriva où je pose ma jambe sur son genou ici. Je peux pousser son genou avec l'autre jambe, tendre ma jambe. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, dès qu'il va voir que je vais attaquer cette jambe-là, il va vouloir retirer cette jambe. Ok? Avant qu'il retire cette jambe, quand il place son pied au sol, je vais chercher à attaquer sa jambe. Il enlève sa jambe, boum, il a plaqué son pied au sol. Je sors cette jambe, et là, c'est pour les plus confirmés. Je vais rentrer et attaquer son genou. Ok, ici, je me retrouve dans une position donc de gardien. Philippe, il a attrapé les pantalons ici, d'accord? Donc la première chose à faire, c'est de faire lâcher cette saisie. Donc je vais tirer avec ma main du côté où je vais choisir d'attaquer et je vais tendre ma jambe pour faire lâcher la saisie. 1. Je pose ma jambe sur son genou ici et là avec cette main ici, je vais lâcher tout de suite pour aller attraper le talon ou le pantalon. Ici. J'attrape le pantalon. Je ne reste pas avec les mains tendues, ok? La main tendue, je tourne. Ok, je vais tourner ici pour avoir une saisie plus forte, pour la ramener vers moi. Une fois que je suis ici, normalement la technique c'est la Dell'Arriva, créée par le maître Dell'Arriva. Je viens rentrer mon pied, mon crochet au niveau de la cuisse. Mais pour une ceinture blanche, on n'a pas tous au début l'aptitude au niveau ou la flexibilité au niveau du genou pour pouvoir rentrer cette Dell'Arriva, qu'on appelle ici la petite Dell'Arriva. D'accord? Donc on va poser la pression sur le genou, tirer ici, et là je vais pousser son autre jambe. Comme ça, il va se mettre en position latérale et je vais pouvoir faire la grande Dell'Arriva, c'est-à-dire mettre le crochet de l'autre côté au niveau de sa hanche. Donc ici, je suis en Dell'Arriva profonde, ok. J'ai mon crochet, mon pied flex ici au niveau de sa hanche pour l'empêcher de bouger, d'accord. Je tiens son bras ici, cette main-là, plus que celle-là et plus que la ceinture. Je tiens cette manche-là pour l'éviter qu'il puisse bouger, d'accord. À partir de ce moment-là, quand j'ai ramené sa jambe, je vais changer de saisie, d'accord. Là, je vais enlever mon crochet et poser derrière son genou ici, d'accord. Une fois que je vais tendre la jambe, il va tomber et je vais pouvoir pousser et me relever ici avec ce pied-là. Quand il tombe, je profite de l'élan pour pouvoir pousser et me relever. Je bloque sa jambe, je bloque son bras et là, en position latérale, je marque mes points et je suis dans une position forte pour le finaliser. Donc ici, je suis en Dell'Arriva profonde. Là, on va partir sur une technique de finalisation, donc une technique un peu plus avancée. Alors, on a vu une technique pour les débutants. Maintenant, je suis ici. Je vais attaquer sa deuxième jambe. À partir du moment où je suis sur sa deuxième jambe, il sent que la jambe qui est entre mes jambes, elle est libre. Donc, qu'est-ce qu'il fait généralement? C'est il va vouloir retirer cette jambe-là. Au moment où il retire cette jambe-là, je vais me retrouver un peu dans le vide. C'est à partir de ce moment-là où cette jambe va devoir rentrer à l'intérieur. Et là, j'attaque son genou. Et que genou. Ok. On recommence. Donc, je suis ici. J'ai ramené sa jambe. J'ai attaqué la deuxième. Dès qu'il a enlevé cette jambe-là, va rentrer à l'intérieur, ainsi que mon épaule. Le genou, il sort. Ma hanche se place sur le genou. J'ai mes deux mains sur le talon. Et là, je pousse avec le bassin. Et je finalise. Non, pas droit maintenant. Voilà.